Salut, c'est Noirsouche et bienvenue pour ce deuxième épisode sur la série des jeux Lovecraftiens. Avant toute chose, je tenais à vous remercier du fond du cœur pour l'accueil chaleureux que vous avez réservé au premier épisode qui portait sur Call of Cthulhu The Official Video Game. Pour celles et ceux qui découvriraient cette série, enchanté. Le concept est simple. Prendre des jeux qualifiés ou se revendiquant Lovecraftiens et se demander s'ils le sont vraiment. Référence aux œuvres de Lovecraft, place accordée à la santé mentale, manière d'aborder ce qui doit être indicible, tout est passé au crible. N'hésitez pas à aller regarder la première vidéo pour vous immerger dans ce concept, le lien est dans la description. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans les eaux troubles du jeu The Sinking City. Sortez votre ciré jaune et vos bottes, et attention où vous mettez les pieds. Sorti en juin 2019 sur PlayStation 4, Xbox One et PC, le jeu a eu le droit à son portage sur Nintendo Switch la même année, et même sur PS5 et Xbox Series en avril 2021. Pas d'excuse donc pour passer à côté de ce jeu, tout le monde peut en profiter. Aux commandes de ce titre se trouve le studio Frogwares, qui s'est principalement fait connaître pour sa série de jeux inspirés de Sherlock Holmes, des jeux d'aventure et d'enquête. Ce n'est pas la première fois que ce studio se confronte au mythe Lovecraftien. Dans Sherlock Holmes, La Nuit des Sacrifiés et Sherlock Holmes, The Awakened, les enquêtes du célèbre détective britannique le conduisent à affronter une secte vénérant le grand Cthulhu. Évidemment, on ne manquera pas de traiter de ces jeux dans un épisode qui leur sera intégralement dédié. Restez branchés. C'est donc tout naturellement que The Sinking City reprend les mécanismes d'aventure et d'enquête, de ce qui a fait la réputation de ce studio. L'exploration, l'investigation et la résolution d'affaires seront donc au cœur de cet opus. Une enquête en eau trouble. Charles Reed, ancien plongeur de l'armée américaine, est en proie à des visions cauchemardesques depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Ce mal qui le ronge le pousse à accepter l'invitation d'un homme excentrique, Johannes Van der Berg. Reed se rend à Oakmont pour le rencontrer, une ville isolée du Massachusetts, ravagée quelques mois plus tôt par la grande inondation. La montée inexplicable des eaux a dévasté ses rues et ses habitations. Le phénomène cataclysmique qui a frappé Oakmont a été propice à la montée en flèche de la criminalité, de la pauvreté, et aussi à des accès de folie inexpliqués. Johannes Van der Berg apprend à notre Sherlock Holmes en herbe qu'un certain Robert Strangmorton détient des informations capitales pour comprendre la source de ces cauchemars. Notre première interaction avec cet homme est quelque peu surprenante. Vous vous retrouvez face à un gorille en costume à la tête de l'une des plus grandes familles d'Oakmont, au tempérament colérique et un poil raciste sur les bords. Il vous rappelle pas quelqu'un ? Make Oakmont great again. Il a financé une expédition pour percer les secrets de la grande inondation, qui serait à l'origine des visions de nombreuses personnes attirées à Oakmont, tout en prônant ouvertement la purge des natifs d'Innsmouth qu'il considère comme la vermine gangrénant la ville. Manque de bol, sa petite excursion dans les eaux troubles d'Oakmont a tourné au désastre. Les membres de l'expédition ont disparu, les secrets sont restés enfouis au fond de l'eau et son fils est revenu à moitié fou, avant d'être sauvagement assassiné. Cette tragédie offre à Charles Reed sa première enquête à Oakmont. Entre les créatures que la mer a fait remonter à la surface, les gangs qui se tirent dessus au nez et à la barbe de la police et les cultes qui procèdent à des rituels innommables, notre détective comprend qu'il n'est plus seulement aux portes de ses cauchemars. Il vient d'enfoncer la porte et se retrouve au seuil de la folie. Sur les traces de Lovecraft. Qu'elles soient subtiles ou évidentes, les références à Lovecraft sont légion dans The Sinking City, et c'est à mon sens la plus belle réussite de cet opus. Frogwares a mis du cœur à l'ouvrage pour nous offrir une immersion profonde dans les œuvres de Lovecraft. Le cauchemar d'Innsmouth, qui est certainement l'une de mes nouvelles préférées, est mis à l'honneur dès les premières minutes de jeu. On peut même y voir une certaine continuité de l'œuvre Lovecraftienne. À la fin de ce récit, Robert Olmsted réussit à fuir cette ville cauchemardesque qui abrite les disciples de Dagon et des créatures mi-amphibiennes, mi-poissons, mi-humaines. Les autorités publiques, alertées, décident de raser littéralement la ville d'Innsmouth et procèdent à une rafle massive de ses habitants. The Sinking City raconte en quelque sorte leur exode. L'introduction de ces habitants à l'apparence hideuse apporte une réelle complexité et une nuance à l'histoire. Elle permet d'aborder en filigrane les questions de xénophobie et de tension raciale. Les habitants d'Oakmont les considèrent comme des parasites responsables de tout leur malheur, tandis que certains des natifs d'Innsmouth entretiennent ce mythe en tentant d'étendre leur influence à travers l'OED, l'ordre ésotérique de Dagon. Ce culte fanatique dédié à Dagon se présente d'ailleurs comme une œuvre caritative œuvrant pour les plus démunis. Vous mourrez de faim, votre maison est mal isolée, votre femme vous a quitté, l'ordre d'entraide aux démunis est là pour vous, plus qu'une association, une nouvelle famille. L'adhésion implique une offrande annuelle au Père Dagon, la remise de votre premier-né à l'âge de 7 ans et peut engendrer une apparition d'écailles sur le pubis, voire condition dans votre temple le plus proche. Et c'est ce que je trouve vraiment intéressant avec ce jeu.
Il ne se contente pas d'adapter l'œuvre de Lovecraft, mais il la prolonge. Il présente les descendants des profonds comme une véritable communauté, avec ses contradictions, ses victimes, ses convictions. L'univers Lovecraftien qui est retranscrit dans le jeu ne se limite pas au seul destin de ceux d'Innsmouth. Plus le joueur avance dans l'intrigue, et plus il se prend au jeu de déceler les références et les clins d'œil aux œuvres de Lovecraft. Les rues que l'on arpente nous replongent dans nos meilleures lectures avec des noms évocateurs comme Alazred Street, Marsh Avenue ou Ebon Street. Cet hommage à peine déguisé ne se limite pas à la toponymie, mais s'étend également au patronyme des personnages de l'œuvre vidéoludique. Ainsi, pouvons-nous faire la rencontre de Victor Olmsted, propriétaire du Devil Reef Hotel et probable parent éloigné du protagoniste du cauchemar d'Innsmouth portant le même nom, ou encore les enfants Whiteley, mentionnés dans une archive dont le nom fera immédiatement écho à ceux qui ont tourné les pages de l'Abomination de Dunwich. Une nouvelle dans laquelle la naissance d'un petit garçon issu d'un rituel impie menace la tranquillité de tout un village. Frogwares étend également ses références à ceux qui ont contribué à enrichir le mythe. Ainsi, Astur, le roi en jaune imaginé par Robert Chambers, est-il une composante essentielle de l'histoire, intégré comme le chef mystérieux d'un gang influent d'Oakmont. Le nom d'Astur est mentionné dans différents écrits de Lovecraft, comme dans Celui qui chuchotait dans les ténèbres. Publié en 1931, il met en scène les Migos, des créatures ailées venues de l'espace ayant trouvé refuge dans les montagnes du Vermont. La mention d'Astur reste discrète, le roi en jaune n'étant ni l'antagoniste ni le protagoniste de l'histoire. Et même si je n'ai pas trouvé de source vérifiant cette hypothèse, je suis persuadé que la famille Carpenter est un hommage à John Carpenter, le réalisateur de l'iconique film The Thing, une œuvre cinématographique fortement inspirée des montagnes hallucinées. Cette nouvelle met en scène une expédition scientifique en Antarctique qui révèle des vestiges d'une ancienne civilisation extraterrestre ayant vécu sur Terre des milliers d'années avant l'humanité. Le scénario des Carpenters au cœur du jeu est cependant plus proche de celui de The Thing que celui des montagnes hallucinées, l'horreur résidant dans la crainte de voir une créature emprunter son propre visage. Ce qui est vraiment appréciable, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être un fervent admirateur de Lovecraft pour apprécier l'histoire qui est contée par The Sinking City. Évidemment, toutes ces références feront sourire les fans invétérés de l'homme de Providence, transformant le jeu en une véritable chasse aux œufs de Pâques, sans pour autant porter préjudice à ceux qui n'auraient pas eu le loisir de se plonger dans ces lectures tellement enivrantes. Chacun aura le loisir de se confronter aux horreurs venues des profondeurs proposées par The Sinking City. Les horreurs d'Oakmont. La montée des eaux n'a pas fait que remonter à la surface la xénophobie latente des habitants d'Oakmont. Elle a aussi libéré des créatures cauchemardesques qui n'auraient jamais dû voir le jour. Les Malbêtes. Ces créatures difformes sont attirées par les cadavres et le sang. Autant dire que chaque scène de crime peut devenir un véritable guet-apens. Dans le doute, gardez toujours votre pistolet chargé à portée de main. Bon, journée classique aux États-Unis, me direz-vous. C'est vous le témoin ? Frogwares a fait le choix de la dégénérescence et du body horror plutôt que de l'indicible. Prenons l'exemple des Stygiens. Ces créatures ressemblent de loin à des araignées qui pourraient clairement trouver refuge en Australie. Mais en y regardant de plus près, on se rend compte que ce que l'on prenait pour des pattes sont en réalité de longs bras humains terminés par des mains décharnées. Et c'est loin d'être le pire. Les Acéroniens sont littéralement composés d'un amas de corps humains où s'entremêlent bras, jambes et visages humains pour former votre pire cauchemar. La peur provoquée par ces créatures tient à ce que l'on reconnaît d'elles. De semblables. La surface n'est pas la seule à être gangrénée par des horreurs. Les fonds marins, que Charles Reed explore dans un scaphandre rouillé, abritent aussi quelques monstruosités. Pas de quoi nous faire bondir de notre chaise. À peine croise-t-on deux tentacules qui nous barrent la route et des créatures tentaculaires que l'on peut calmer d'un coup de fusil. La promesse d'une horreur abyssale est vite abandonnée tant ces moments d'exploration sous les eaux troubles d'Oakmont sont fade. S'il y a pourtant une peur à explorer dans un jeu qui se prétend Lovecraftien et qui nous permet de plonger, c'est la thalassophobie. Enfin, que serait une œuvre Lovecraftienne sans un ancien qui sommeille dans les profondeurs ? Call of Cthulhu introduisait le Léviathan comme le fils de Cthulhu. The Sinking City nous présente sa fille, Cthulhu. Et Papa Cthulhu a de quoi être fier de sa progéniture tant les ressemblances sont frappantes. Une créature tentaculaire aux petites ailes atrophiées qui dort profondément dans une cité engloutie. Ctigonar. Ctigonar. La cité engloutie de Ctigonar. Comme son progéniteur, son réveil serait annonciateur de la fin du monde, et elle est capable de communiquer avec les humains, les élus, pendant son sommeil pour les mener à sa libération, au risque de rendre la population de la surface à moitié folle. La façon d'introduire Cthulhu colle parfaitement à la narration Lovecraftienne. C'est une menace qui plane sur l'humanité, sans jamais se montrer. Parce que chez Lovecraft, la véritable horreur ne tient pas aux monstres tentaculaires et à ce qu'ils nous offrent à voir, mais plutôt à ce qu'ils provoquent sur la psyché des protagonistes. Aux portes de la folie. Dès l'introduction de Charles Reed, le ton est donné.
On incarne un homme en proie à des visions cauchemardesques qui le poussent lentement aux portes de la folie. La santé mentale de Reed est matérialisée par une jauge pleine qui se dégrade au gré des événements auxquels il est confronté. La découverte d'une scène de crime violente ou une rencontre infortune avec une malbête fera baisser cette jauge. Concrètement, cela se traduit par des hallucinations qui viennent perturber le joueur. Reed peut apercevoir des choses qui n'existent pas et qui peuvent représenter une menace, entendre des murmures. Il peut même retourner son arme contre lui. Bon, pas d'inquiétude, il tire jamais, je suis même pas sûr que cette arme soit chargée. La folie ne touche pas que Reed. Elle s'étend à la ville entière, et Frogswear veut nous le faire comprendre. Il suffit de voir les énergumènes qui se trimballent dans les rues d'Oakmont, en tombant parfois dans des clichés dont on aurait pu se passer. Sérieusement, ce mec qui se trimballe avec un sac rempli de membres humains, ça choque personne? Puis ensuite, les faire revenir aux petits oignons, retirer les ongles. Je me demande si ça se congèle une tête coupée. À mon sens, Lovecraft est beaucoup plus pudique sur la question de la santé mentale. Ses personnages semblent tout à fait normaux et la folie les gagne progressivement. Là où ici, elle est davantage exhibée. Encore une fois, j'ai le sentiment d'une occasion manquée sur la question de la folie mentale dans cet opus. Alors certes, contrairement à Call of Cthulhu, la baisse de notre santé mentale a des conséquences, et la barre d'esprit nous permet de vérifier notre état. Mais à part une vision troublée et une créature de temps en temps que l'on peut faire disparaître d'un coup de pelle, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Ces événements restent ponctuels et n'ont qu'un impact limité sur notre aventure. La folie mentale dans The Sinking City n'est en réalité qu'un prétexte. Elle sert à planter le décor, à justifier l'histoire plus qu'une réelle conséquence des événements. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que la folie mentale est absente dans cet opus. C'est même un élément central de l'histoire. Mais son incorporation comme un mécanisme de jeu reste inaboutie. Et c'est un constat que l'on peut malheureusement étendre au gameplay. Un gameplay à la dérive. Si Frogwares réussit à retranscrire le mythe Lovecraftien à la perfection, il échoue cependant à proposer un gameplay suffisamment dynamique et immersif pour contenter les joueurs les plus chevronnés. Vous alternez entre 3 phases, l'exploration, l'enquête et les combats. Concernant l'exploration, vos objectifs ne sont pas signalés par un point jaune lumineux sur la carte que vous devez suivre bêtement. C'est à vous, les gamers, waouh, plus jamais j'utilise cette expression, désolé, de consulter les archives de la mairie, du commissariat ou du journal local, puis d'interroger les témoins afin d'obtenir une adresse. À vous ensuite de retrouver le lieu sur la carte et de placer votre propre repère. Ça renforce l'implication du joueur dans les enquêtes qu'il mène en l'absence d'une grosse flèche dégueulasse qui vous tiendrait par la main. Une fois arrivé à votre destination, votre cher Charles Reed sort sa loupe pour mener l'enquête et reconstituer les événements qui se sont déroulés. Notre détective en herbe a une particularité. Il possède certains dons qui lui permettent, une fois recueilli l'ensemble des preuves, de refaire la chronologie précise du meurtre et d'obtenir un nom ou une adresse, lui permettant de progresser dans l'histoire. Les visions nous donnent des informations que l'on aurait pu obtenir aisément en découvrant une lettre cachée ou au cours d'un interrogatoire musclé. Notre sens de l'observation, notre déduction ne sont pas récompensés. On ne peut pas passer à côté d'une preuve qui nous orienterait sur une mauvaise piste. Cette capacité surnaturelle, je la trouve un peu simpliste. Soyons honnêtes, ce mécanisme sert surtout de raccourci scénaristique. Plutôt que de nous faire découvrir le nom d'un suspect au détour d'une lettre oubliée sur un coin de table ou au cours d'un interrogatoire musclé avec un suspect, le jeu nous balance directement l'information dans une vision. Notre sens de l'observation, notre déduction ne sont pas récompensés. On ne peut pas passer à côté d'une information qui nous orienterait sur une mauvaise piste. Et le palais mental de Charles Reed, qui lui permet de recouper les informations obtenues pour en faire des déductions, est pensé de façon trop dirigiste pour présenter un réel intérêt. C'est pas un palais mental, mais c'est un studio de 10 mètres carrés en plein cœur de Paris. Je dois cependant reconnaître que les choix moraux que le jeu nous pousse à prendre à la fin d'une enquête, sans nous donner d'indications réelles sur ce qui est bon ou mal de faire, restent plaisants. On en arrive au point noir de cet opus, les combats. Si Charles Reed dispose de tout un arsenal pour faire face aux horreurs de la ville inondée, pistolets, fusils, pièges, bombes. Bon Dieu, que c'est mou! On vise, on tire, on répète l'action. Vous ne pouvez pas esquiver ni vous mettre à couvert. Charles Reed reste droit comme un piquet au milieu de l'action et devient une cible facile, ce qui vous pousse à vider en un temps record vos trousses de soins. Les combats deviennent des phases anecdotiques et vous feront bien plus souvent souffler plutôt que d'apprécier les rencontres fortuites. Le mot de la fin. The Sinking City nous plonge au cœur d'une enquête imprégnée de références Lovecraftiennes. Chaque rue, chaque nom, chaque récit prolonge l'œuvre de Lovecraft, l'adapte sans la dénaturer. Les nombreuses références feront réagir les lecteurs les plus assidus des œuvres de notre auteur préféré. Alors le jeu a ses défauts,
Le gameplay pêche dans son dynamisme et certains mécanismes d'enquête enferment le joueur dans des facilités scénaristiques, avec un ton parfois trop dirigiste. La jauge de santé mentale est peut-être pas poussée à son plus haut potentiel. Mais ces points noirs n'enlèvent pas l'amour sincère que le studio Frogwares porte à l'homme de Providence. On prend plaisir à suivre Charles Reed dans les découvertes inavouables des secrets d'Oakmont. Et nous ne pouvons qu'espérer que le deuxième opus, prévu pour août 2026, corrige ses défauts pour nous offrir l'œuvre vidéoludique ultime, dédiée à Lovecraft. Et c'est déjà la fin de cette deuxième vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, au moins autant que le premier opus qui portait sur Call of Cthulhu, voire davantage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà joué à The Sinking City, ce que vous en avez pensé, ou éventuellement si cette vidéo vous a donné envie de l'essayer. Pour ne rien louper de Noirsouche et soutenir la chaîne, n'oubliez pas de lâcher votre meilleur pouce bleu et de vous abonner. En attendant le prochain épisode, je retourne à mes occupations Lovecraftiennes, des gros bisous.